Ce soir, au pas de tir, Justin Trudeau nous parle de la NRA. Najma Ahmed dit que l'on déforme ses propos. It's a misrepresentation. That's a misrepresentation. That's just the words that you wrote, ma'am, respectfully on Twitter. I read them verbatim. Et la Commission des pertes massives tient une conférence de presse pour nous informer qu'elle a plagié une partie du projet de loi C-21 pour leur rapport. Bienvenue tout le monde. Bon, bienvenue tout le monde à cet épisode numéro 5 de Au pas de tir. J'espère que vous avez apprécié un petit peu la nouvelle introduction. On essaie des choses nouvelles. Ça a-tu bien passé pour vous autres? Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Moi, ça laguait un petit peu. Là. Ben, ça laguait un petit peu, mais l'essentiel était compris. C'était vraiment bon. Sérieusement, là, c'est ça. OK, bon, ben, on la reverra une fois que ça sera publié. Mais on s'excuse aujourd'hui. On a un petit peu de problème technique. Là. On ne sait pas si c'est le logiciel ou quoi, mais on va faire avec. On espère que ça va bien s'enregistrer quand même. Fait qu'aujourd'hui, on a nos mêmes panélistes que les derniers épisodes. Sophie. Salut tout le monde. Et évidemment Luc. Salut la gang. Et moi-même, Sadi. Je fais un petit rappel, s'il vous plaît. Si vous aimez ce qu'on fait, faites un petit like and subscribe sur YouTube. Ça nous donne un petit boost de confiance. Ça fait qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Partagez nos vidéos, nos podcasts avec vos amis, vos collègues, peu importe, qui seraient intéressés à avoir un petit peu d'informations en français sur ce qui se passe. Parce que notre but, c'est un petit peu ça. Donc, on va commencer. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de podcast. Il y a une raison un petit peu derrière ça. Nous 3, dans le fond, hein? On était, c'est quoi les dates? Je pense à partir du 16, 17, 18, 19 mars. On était au salon chasse, pêche, camping et plein air à Québec. Et on a rencontré beaucoup de personnes de la région de Québec. Écoute, Sophie, veux-tu nous en parler un petit peu? Je sais que tu as fait beaucoup de petits posts sur Facebook, des choses comme ça. Oui, effectivement. Donc, on était représentants pour la Coalition canadienne sur les droits des armes à feu au Salon de Québec durant tout ce grand week-end-là. On a eu la chance de rencontrer des milliers de gens. C'était vraiment incroyable. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on faisait une réelle différence là, dans le quotidien de tout le monde. Là. Donc, on a passé un beau 4 jours tous ensemble là, à discuter avec la communauté de propriétaires d'armes légales là, qui trouvent ça totalement injuste là, ce qui se passe actuellement. Donc, un très beau week-end. C'est 25 000 personnes qui sont passées au salon. C'est beaucoup de gens qui se sont arrêtés à notre kiosque. Bon, il y a 2 semaines de répit, là, ça n'a pas été trop pour la voix. Donc, mais c'est définitivement à recommencer. C'est là qu'on se rend compte que les gens répondent quand même beaucoup en grand nombre, là, contrairement à ce qu'on peut laisser paraître par les médias traditionnels, là, que 80% de la population est pour le bannissement des armes des civils. Je peux vous garantir que les gens que j'ai rencontrés, moi, ça faisait probablement partie de la population qui n'avait pas été interrogée, la population plus silencieuse, mais je peux vous dire que ça répondait vraiment présent. C'était très agréable de voir ces gens-là venir nous supporter. Beaucoup de commentaires, beaucoup de nouveaux visages, des personnes qu'on avait déjà vues aussi, quelques personnes qui portaient notre matériel. Les couleurs de la coalition, ben oui. Fait que, puis ça a été le fun de voir des gens en personne aussi, des fois qu'on n'a pas l'opportunité. Fait que, un super bel événement. C'était probablement le plus gros événement de l'année qu'on va faire. On fait toujours plusieurs petits événements, mais c'est le gros événement. Il n'y avait pas juste nous 3, là, on s'entend. Là, il y avait eu d'autres personnes. On avait des collègues avec nous, effectivement. Puis, tu en parles justement, là, je vais faire un petit peu de surf sur les événements là, de la Coalition canadienne là, qui sont très actifs quand même au Québec. Là, c'est un petit nombre de bénévoles, en fait, là, qui mettent la main à la pâte pour organiser toutes sortes d'événements. Donc, il y a le National Range Day.
le 3 juin, où est-ce qu'on essaie de faire lever là, des participants, bon, on peut dire des portes ouvertes au niveau des clubs de tir, pas nécessairement obligé d'avoir la présence d'une organisation comme la Coalition canadienne, là. Les clubs de tir peuvent très bien organiser des journées portes ouvertes, mais tu sais, ça serait le fun qu'à travers le Canada, on ait une journée nationale où est-ce que justement tous les clubs de tir embarquent pour faire découvrir ce sport sécuritaire-là et de démontrer là, que c'est pas nécessairement ce qui est véhiculé par les médias qui se passe dans la réalité du tir sportif, de la chasse et des collectionneurs. Donc, le 3 juin, par la suite, on a le 10 juin. Le 10 juin, il y a un tournoi de pigeons d'argile qui est organisé au club de tir Le Pionnier à l'Assomption. Donc, il reste encore quelques places, si je ne m'abuse, mais ça part assez vite. Donc, compétition, mais c'est pas juste une journée de compétition, là, c'est aussi une journée porte ouverte, une journée familiale. Il va y avoir là, de l'animation, il va y avoir des prix à gagner, puis des vraiment beaux prix. Vous suivez la page de la coalition, la CCFR Québec. Vous pouvez suivre ma page aussi sur Facebook. Puis vous allez facilement retrouver les informations. Donc, journée familiale, hot dog, tirage, musique, plaisir au rendez-vous, initiation aussi au tir. Là, si vous voulez faire ça, là, essayez d'éclater ça du pigeon d'argile. Là. Moi, je fais ça pour la première fois l'année passée, là, puis j'ai vraiment trippé. Là, c'était vraiment quelque chose. Il y a le AGM aussi qui est à Ottawa la fin de semaine du 9, 10, 11 juin prochain. Donc, un des plus gros AGM qui va avoir été organisé par la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu. Vraiment un 3 jours là, où est-ce que on peut vraiment découvrir un monde. Là. Moi, ça va être ma première fois cette année, j'y vais. Donc, on va découvrir tout un monde là-bas, puis juste des gens qu'on côtoie comme ça virtuellement, puis qu'on finit par rencontrer. Donc, il y a encore plusieurs autres activités qui vont s'ajouter à la liste tranquillement, pas vite. Mais suivez nos pages pour être sûr là, de rien manquer, là, puis nos podcasts aussi. On va en parler probablement de façon plus régulière. Oui, sur la page Facebook de la CCFR, là, souvent, on fait des petites annonces quand il y a des shows. Fait que généralement, c'est une bonne place pour savoir quand on va être présent à faire un petit kiosque pour la CCFR, quelque chose dans le genre. Exactement, Vous pouvez nous exactement. jaser si jamais ça vous tente. Parlant de ça, justement, CCFR, un petit rappel aussi, la CCFR va être en cours pendant 8 jours de délibération concernant le décret de mai 2020. Ça va être du 11 au 20 avril, donc ça fait 3 ans que sont en cours contre le gouvernement fédéral. On pose souvent la question, c'est quoi que les organisations qui défendent les droits des propriétaires d'armes à feu, c'est quoi qu'ils font? Ben, ça, c'est un gros morceau, ça a coûté beaucoup d'argent. Et puis, tout ça à cause d'un décret en mai 2020 par le gouvernement libéral. Donc, on espère avoir un jugement après ça. On ne sait pas ça va être combien de temps, mais on peut s'attendre à une couple de mois de délibération du juge. Mais les dernières représentations devant le juge et les avocats, ben, c'est du 11 au 20 avril. Ce qui nous amène à dire que probablement, je dirais même assurément, qu'on va avoir une prolongation de l'amnistie parce qu'elle était jusqu'au 30 septembre, 30 octobre. 30 Puis, octobre, comme qu'on va être encore en attente là, d'une réponse, ils vont encore nous étirer ça probablement 1 an. Oui, exact. Donc, la coalition va demander là, la prolongation de l'amnistie. C'est prévu là, dans leur plan d'action. Je tiens quand même à préciser à tous et à toutes là, qui nous encouragent, qui prennent leur carte de membre auprès de la coalition. Tu sais, on a un fonds là, de responsabilité civile au niveau de l'assurance, mais la majorité des dons, la majorité des profits qui sont faits là, par l'achat d'une carte de membre s'en va directement dans ce fonds juridique-là. Le gouvernement peut nous étirer la sauce pendant plusieurs mois, plusieurs années, on le voit. Là. Donc, ça prend quand même des fonds là, pour payer toute la recherche, les avocats et ainsi de suite, là, la défense et tout ça. Donc, tu sais, c'est important de continuer de nous supporter. On voit que ça donne des résultats. On voit clairement que ça donne des résultats parce qu'on a mis des bâtons dans les roues à plusieurs paliers. Puis je pense que c'est vraiment
c'est vraiment grâce à tout le monde qui croit puis qui continue de nous supporter dans tout ça. Puis je pense que c'est important de mentionner que les gens doivent continuer de nous supporter dans Oui, tout ça. effectivement, Ouais, parce c'est que si ensemble qu'on doit se on... battre. Exactement. Puis si on regarde, là, on se le cachera pas, c'est pas gratuit tout ça, là. Puis ramasser des sous, ben ça nous prend des membres, faut vendre du matériel, tout ça. Tu sais, notre grand leader supreme, là, Justin, c'est facile pour lui. Il passe la carte de crédit canadienne. C'est qui paye ça? C'est nous autres qui la paye, là. C'est tout le monde qui la paye, que tu Excusez-moi. sois pour ou contre, tu payes ça. Donc, Exact. regarde, c'est très, très, très important. C'est comme, il faut soutenir une organisation. On prêche pour le CCFR, mais si ça ne vous tente pas d'être avec le CCFR, prenez-en une autre, mais supportez-en une. C'est une Ouais, obligation. ouais. C'est une obligation. À un moment donné, il ne faut Faut pas se laisser manger ça sur le dos comme ça. Pour pas dire j'aurais dû. Quand on se dit j'aurais dû, ben, il est trop tard. Faut laisser notre Exact. voix être entendue, que ce soit une organisation ou une autre. De joindre une organisation, déjà là, ça démontre qu'il y a une masse de personnes, une masse critique qui croient dans cette cause-là, qui est les armes à feu. Donc, Envoyez une lettre à votre député, envoyez une lettre au Parlement, envoyez un courriel tout simplement. Là, je veux dire, il y en a plein de modèles disponibles présentement là, sur Internet, là, justement, parce qu'il y en a plein qui ont été créés là, de par le dépôt là, des amendements abandonnés, mais on va en revenir tout à l'heure à ces amendements-là. Qui vont réapparaître d'une certaine façon, d'une autre façon. vends pas le Mais punch. mais bien que c'est ça. En fait, il faut se mobiliser là-dessus. Donc, on va poursuivre, là, mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent pareil. Il y a Ouais. plein de positifs, par exemple, dans notre soirée. Ouais. Ben, tu le dis, écoute, on a beaucoup de choses à parler, fait qu'on va poursuivre, mais c'est toute Good. une progression logique. On parlait justement du décret de mai 2020, ben, il y a le budget pour l'année fiscale 2023-2024 qui est sorti du gouvernement libéral et on parlait du rachat des armes à feu là, qui avait été listé dans le décret de mai 2020. Eh bien, pas de budget pour ça, mais il y a un budget de 29 millions sur 5 ans qui a été révélé. Donc, la majorité, je pense que c'était 18 millions, si je ne me trompe pas, 18 ou 19 millions l'année prochaine, probablement pour mettre le système en place. Et après ça, 1 million plus par année là, sur les prochaines 5 ans. Donc, c'est probablement plus que 19 parce que ça ne tombe pas à 29, mon affaire. Là. Mais, dans le fond, 29 millions, pas encore une arme de racheter, juste pour mettre un système informatique en place. On paye, ça ne paye pas... Sur 5 ans, ça ne paye pas tout le monde. Là. Je vais essayer de trouver un petit screenshot avec ça puis vous mettre ça à l'écran là, pour avoir le tableau avec les coûts. Mais encore une fois, pas de budget, pas de plan pour le rachat. Peut-être parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sûrs de gagner, peut-être. Je ne sais pas. Je dis ça de même, j'ai aucune preuve. De toute façon, ils n'ont rien amené pendant ce débat-là. Ça va être encore toujours basé sur du feeling. Feeling, c'est pas des preuves. Fait que non, il y en a pas. Non, c'est que dans l'émotion, là, présentement. C'est ça qui est aberrant dans tout ça. Que du feeling. On continue avec ça. Justin Trudeau, pendant la période de questions, lorsque questionné sur excusez-moi, là, mais le terme assaut? Non, c'est pas sur le terme assaut, c'était sur catch and release, là, si on veut, là, avec le bail là, pour les criminels là, qui sont arrêtés. Dans le fond, là, les arrestations, puis les remises en liberté, exactement, les remises en liberté, pardon, puis les cautions, les remises en liberté sous caution et tout ça. J'ai pas suivi le dossier, mais tu vas m'éclairer. Il a mis ça sur la faute de qui? Non, mais là, il y a comme Pierre Poilievre demandait d'avoir de l'information, qu'est-ce qu'il allait faire pour justement les remises en liberté, pour faire une réforme de tout ça. Juste un petit, je veux juste mettre ça en contexte. Là, il y a eu deux situations dans le même week-end à Toronto où est-ce que des gens ont été tués qui ont été poignardés dans le métro puis dans les autobus par des gens qui avaient été relâchés sous caution ou relâchés sous conditions quelques semaines et voire même quelques jours auparavant. Donc, puis c'est des gens qui avaient des antécédents quand même assez
impressionnante qui n'aurait jamais dû se retrouver, mais dû à certains assouplissements des lois de Justin Trudeau, des néolibéraux en fait, ben, ça a fait en sorte qu'on a eu plusieurs événements au cours des dernières semaines par rapport à ça. Donc, on demande des comptes à Justin Trudeau là-dessus. Puis qu'est-ce qu'il fait? Bien, première chose, au lieu de répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait à propos des attaques au couteau, puis la réforme, il commence à parler de la loi C-21, comment est-ce qu'ils ont banni des armes à feu avec le décret de mai 2020, et ensuite, il accuse les conservateurs d'être dans la poche de la NRA. Si vous avez vu notre petite vidéo au début, là, c'est ça là, que je disais. Justin Trudeau nous parle de la NRA, ben c'est ça. Donc, il a sorti ça de où, on n'est pas certain. Peut-être qu'il pense qu'on est aux États-Unis. Je sais qu'il utilise beaucoup de références en termes de recherche et de preuves pour faire peur aux gens, dire qu'on est aux États-Unis puis qu'on peut avoir des armes automatiques puis ça prend pas de permis. Là. C'est peut-être de là que ça sort. Mais clairement, il a peut-être mis son pied dans sa bouche sans faire exprès, là, probablement qu'il voulait dire une autre organisation, mais au final, c'est ça qu'il a dit. Puis, si vous écoutez la traductrice de anglais à français, là, j'ai mis le clip en anglais, mais si vous écoutez la traductrice d'anglais en français sur le site, je vais mettre le lien. Son télésouffleur l'a trahi. Exactement. Fait que il a vraiment dit NRA. Bon, écoute, je pense que ça montre un petit peu leur état mental. Ils pensent qu'on est aux États-Unis, malheureusement. C'est une secte, ça, là. C'est une secte, cette affaire-là. Oui, effectivement. Ce qui amène un petit peu à un article qui est paru dans le National Post. Encore une fois, c'est un article en anglais de Tim Thurley qui, justement, vient donner une position alternative, si tu veux, face aux gens qui sont anti-armes. Souvent, ils utilisent des recherches, des papiers qui viennent des États-Unis ou qui ne disent pas exactement ce que la population anti-armes croit. Donc, c'est un bon article. Il a fait beaucoup de recherches, il en parle beaucoup là-dessus. On n'a pas besoin d'en discuter at length, là, comme on dit. Mais si vous avez quelques minutes, là, ça vaut la peine si vous êtes capable de lire en anglais. En gros, cet article-là vient un petit peu démentir tout ce qui est dit par plusieurs groupes, notamment Police se souvient, Doctors for Protection from Guns, tout ça, qui dit, dans le fond, il y a un petit peu d'extrémisme, excusez-moi, dans ce que eux autres ils rapportent. Ils n'ont pas vraiment lu les rapports qui disent que les conclusions anti-armes sont supportées par des papiers scientifiques. Et dans le fond, il fait un petit peu il fait un petit peu de ménage là-dedans. Après ça, encore une fois, on revient un petit peu à des nouvelles, pas de la semaine dernière, mais de l'autre semaine un petit peu d'avant, à cause qu'on n'était pas là pendant le show à Québec. Mais il y a eu quelques points importants au comité permanent sur la sécurité publique et nationale, communément appelé le CQ. Le numéro du meeting, c'était le CQ 60, si je ne me trompe pas. Il y a eu 2 points importants qu'on peut peut-être discuter rapidement. Le premier, c'est les libéraux qui nous disent toujours et qui nous ont dit, répété plusieurs fois, qui faisaient ces genres de comités-là pour pouvoir nous écouter, nous entendre. Eh bien, on a vu ça a l'air de quoi? Il y a eu un petit bug informatique à cause que la personne qui parlait n'avait pas de caméra. Et puis, ça nous a montré qu'est-ce que les libéraux font quand des pro-armes, comme ils les appellent, donnent leur témoignage. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous en avez parlé de... Moi, je l'ai vu, là. Je l'ai vu à quelques reprises. En fait, si on regarde vraiment le clip là, qui a été fait là, par la CCFR, on voit très bien là, l'entrevue précédente de Mme Pam Demhoff qui est avec M. Noor Mohamed. Qui dit là que c'est important que ces meetings-là vont servir à écouter, qu'il c'est important d'écouter là, tout le monde, puis de s'assurer de répondre, puis de rassurer, puis de prendre les bons choix, puis bon, le violon habituel. Là. Et par la suite, ben c'est ça. Un autochtone qui en fait, un chef autochtone qui témoignait. Juste pour préciser, c'était le nom de la personne, c'est Joe Savikatak, excusez-moi, Joe Savikatak Jr., probablement que je dis son nom tout croche, là, alors je m'en excuse d'avance. C'est l'ancien premier ministre du Nunavut. C'est un agent de conservation de la faune depuis 30 ans et c'est le maire actuel de la ville de Arviat au Nunavut.
Excusez-moi, OK. pas des mots qu'on dit souvent. Donc, j'espère que j'ai pas trop mâché ça. Là. Débaptiser tout ça, là, mais, mais c'est ça. Pendant ce temps-là, j'ai été. Je suis même pas dans la chaise de cette personne, de cette grande personne-là, mais j'ai été insultée de voir comment on avait vraiment passé à côté du sens du mot écoute. Ouais. Vraiment. Ça avait l'air d'un show de clown. C'est une campagne pour démolir le monde, tout simplement. Ils sont pas là pour t'écouter, ils sont là pour te rentrer dedans, tout simplement. Ben, on l'a vu comment est-ce qu'ils écoutent, hein, quand on avait parlé au dernier Oui, podcast de écoute. Linda Keiko. Ouais. On avait parlé au dernier podcast de Linda Keiko, mais on n'avait pas montré une partie de la conversation lors du comité où est-ce que, justement, Pam Damoff des libéraux lui a répondu quelque chose dans le style, et là, je paraphrase, ce n'est pas une citation exacte, mais peut-être que madame, ce serait le temps de changer de sport et changer de hobby. Là, donc, c'est ça l'écoute. C'est une championne olympique canadienne qui a un permis d'armes à feu, évidemment, pour pratiquer son sport, et c'est ça la réponse que les libéraux leur donnent. Donc, ils ne sont pas vraiment là pour écouter, ils sont là pour écouter pour mieux te rabaisser, En fait, ce qu'elle a vraiment dit, c'est on vous remercie beaucoup, Madame Kieko, pour ce que vous avez fait pour votre pays en tant que professionnelle olympique, mais faudrait maintenant penser à la sécurité du public puis penser à changer de sport. Ouais, exactement. Carrément. Donc, puis, dans ce passé-là, on pourrait faire la même chose. Regarde, merci de nous avoir laissé parler, mais pour la sécurité du public, il faudrait peut-être tasser les libéraux. Je pense qu'on aurait peut-être des meilleurs résultats, effectivement. Effectivement. Là, juste pour revenir rapidement sur ça, donc, pendant que M. Savi Katak Junior donnait son témoignage au CQ60. Les libéraux, eux autres, pendant ce temps-là, je pense que notre ami Nour Mohamed est allé chercher un café. Il y avait un autre député libéral qui était allé jaser avec Pam Damoff, puis ils regardaient leur cellulaire, puis il y avait une discussion. C'était pas juste je vais te dire quelque chose dans l'oreille, puis je reviens m'asseoir. C'était vraiment une discussion active et animée, si on veut, on va dire ça comme ça. À un moment donné, M. Nour Mohamed rit à gorge déployée. Là, on le voit très bien s'exclamer puis se reculer sur sa chaise. Fait que, pas vraiment une écoute active. Pendant ce temps-là, si tu regardes l'autre côté de l'allée, juste en face de eux, tu as 5 ou 6 députés, je pense que c'est 5 députés conservateurs qui écoutent, qui prennent des notes, qui sont tous à leur affaire. Il y a un petit peu de discussion entre eux, mais c'est pas comparable du tout. Ils ont l'air des gens qui écoutent puis qui prennent des notes comparativement de l'autre côté de la table. Premièrement, la table est presque vide. Je comprends que c'est peut-être en téléconférence, il y a peut-être des gens en téléconférence, mais d'un autre côté, quand tu as 3 personnes, tu as 3 députés présents et que les 3 n'ont pas vraiment l'air d'écouter un témoignage qui est quand même, premièrement, d'une personne qui a une certaine expertise là-dedans. Là, comme on disait tantôt, là, c'est un politicien et un agent de la faune. Et puis en plus, une personne autochtone. Ces connaissances ne sont pas négligeables. Là. Je veux dire, je pense que ça démontre un petit peu leur hypocrisie quand ils parlent. Effectivement. Nous écouter. Très clairement. Donc ça, c'était la première chose qui était d'importance au CQ60. La deuxième chose, c'est qu'on a eu une autre interview avec les Doctors from Protection from Guns, spécifiquement le docteur Najma Ahmed, qui a été confrontée à la députée conservatrice Rachel Dancho. Lors de son interview, elle lui pose plusieurs questions concernant les différents rapports qui ont été enlevés du site web de Doctors from Protection from Guns. Pourquoi est-ce que ces rapports-là ont été enlevés? Elle lui pose des questions sur les 22 rencontres qu'elle a eues depuis 2019, les multiples échanges par courriel qu'elle a eues avec le bureau du premier ministre, avec la ministre Friedland, avec le ministre Mendicino et Blair dans le temps. Donc, un petit peu de questionnement là-dessus. Elle répond un petit peu là, que on a essayé de rejoindre les conservateurs, mais il n'y a personne qui nous a répondu. C'est sa défense, dans le fond. Et puis, ce que je trouve aussi drôle, ce qu'on a vu un petit peu dans la vidéo tantôt, c'est Rachel Dancho qui la confronte avec ses propres tweets et qui dit ensuite
Ben, j'ai été mal cité, mes informations, c'est pas vrai ce que vous dites. Puis Rachel Dancho qui lui répond un petit peu, ben, je lis verbatim ce qui est écrit dans ton tweet, là. Donc, puis son tweet, je vais les mettre à l'écran, mais ça va être quelque chose dans le style de It's the guns, it's the guns, c'est les armes, ban the guns. Ah ouais. Ou encore une fois, quelque chose dans le style de No civilian ownership for guns, les civils ne devraient pas avoir accès aux armes à feu. Donc, quand on fait des citations comme ça, difficile de dire après ça qu'on est mal cité. Là. Il y a vraiment une petite enveloppe brune, là, c'est comme à quelque part là-dedans. Là. Non, je pense qu'il n'y a peut-être pas d'enveloppe brune. Moi, je pense que c'est peut-être juste encore de l'hypocrisie. Parce que lorsqu'elle est confrontée à ses vraies opinions, elle se rend compte que c'est une opinion extrême, puis elle n'est pas capable d'accepter qu'elle se fait remettre cette opinion-là en avant d'elle. Donc, c'est ça pour le CQ. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires que vous vouliez laisser là-dessus? Je pense que ça résume pas mal les points marquants. Ça résume pas mal les points marquants, puis ça vaut peut-être même pas la peine là, de retourner sur le ridicule de la chose. Je pense que le but premier dans tout ça, qui est supposément la sécurité du public, est complètement ignoré. Au détriment du bien-paraître, on le voit clairement, là, je veux dire, des jeunes de 16-17 ans commettent des fusillades à chaque soir, 2, 3, Laval, Montréal, au Québec. Je veux dire, c'est inconcevable, là. Ça passera jamais par l'abolissement des armes des propriétaires légales. Là. On le voit très bien, il n'y a pas de diminution de la violence depuis le ban de 2020. Il n'y a pas de diminution de la violence depuis le gel des armes de poing. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas non plus. Il y a une augmentation, en fait. Il y a une augmentation, en fait, parce que ça devient de plus en plus facile d'accéder à des armes illégalement. De façon illégale, tu sais, exact. Donc, puis et c'est une augmentation. À maintes reprises. Et c'est une augmentation, pas juste sur la violence avec les armes à feu, c'est la violence avec des couteaux, c'est la violence exact. C'est la violence. La société est exacerbée de la situation, la hausse du coût de la vie, le manque de logement, tu sais, tout ça, la pénurie de main-d'œuvre, peu importe, je veux dire, les gens sont exacerbés. La pandémie a fait très mal, puis je suis le genre de personne qui déteste revenir sur les conséquences de la pandémie, mais je rappelle, comme j'ai dit dans le dernier podcast qu'on a fait, 22 000 personnes sont présentement sur une liste d'attente pour consulter un intervenant psychosocial au Québec. Tu sais, donc, l'homme qui a malheureusement tué la policière de Louisville en début de semaine. Oui, j'ai justement soulevé ce point-là, justement. Cet homme-là, les intervenants ont carrément dit qu'ils l'ont échappé. Il a été relâché 5 fois, il a été reconnu 5 fois non criminellement responsable de ses actes, mais à chaque fois, il était laissé à lui-même, pas de suivi, à rien, ce qui a fait en sorte qu'il a commis un geste irréparable, s'est enlevé à 2 jeunes enfants, une maman, à une société, une policière de 20 ans d'expérience qui avait ça dans l'âme, une femme aimante, son mari est aussi policier. Je veux dire, on va attendre qu'il y ait combien de nos policiers, nos policières ou d'innocents passants ou d'innocents usagers des transports en commun, combien on va en laisser se faire poignarder à mort avant de réagir réellement sur le fond du problème. Pour Justin, ça, c'est un dommage collatéral. C'est pas grave pour lui, là. Il a l'air à carrément s'en foutre, là. Il n'y avait pas d'arme à feu, fait que pour lui, c'est pas un problème de sécurité publique. Là, puis encore là, quand on entend parler, les polices se souviennent de ce monde, Dogs for Gun Control, ou tu sais, pourquoi s'attaquer seulement qu'à l'outil? Puis tu sais, moi, ce que je trouve aberrant, c'est que les Dogs for Gun Control, comme Madame Najma Ahmed ou Wendy Cocker, qui sortent avec leur crédibilité de docteur, leur crédibilité de chercheur, leur, tu sais, un certain pouvoir, une certaine notoriété sur la vision de la société, qui vont sortir avec de la désinformation, ils vont déformer des propos, ils vont aller chercher des statistiques qui viennent même pas d'un pays, qui viennent même pas du Canada, qui sont pas comparables, tu sais, je veux dire. Tu as 2 formes de science. Tu as la vraie science
puis la science libérale. Ben, force est de constater que là, présentement, l'acquis de conscience n'est pas faite, puis j'arrive pas à concevoir en tant que mère, en tant que citoyenne, puis propriétaire d'armes à feu, que délibérément, on va s'attaquer à moi parce qu'on n'est pas capable de faire un travail de fond sur le réel problème, puis de faire vraiment une introspection sur ce qui a été causé au Il précédent. pourrait le faire. Madame Brault n'avait pas à payer de sa vie Non. parce qu'on n'a pas été capable de mettre en place les filets de sécurité nécessaires. Je veux dire, là, c'est une policière. Il s'est attaqué à son voisin quelques jours auparavant. Je veux dire, il a été remis en liberté, laissé à lui-même. Il se faisait quelques semaines qu'il était là, puis c'était la terreur du quartier. Puis malheureusement, c'est des personnes des forces de l'ordre, là, mais on en a vu tomber, puis ça va aller de plus en plus, on va en voir de plus en plus tomber en service, là, à cause de Justin. Mais tu sais, ces red flags, là, qu'on parle, là, qu'ils n'arrêtent pas de nous lancer comme ça, là. Oui. Que on a beau les flaguer, ces gens-là, on fait jamais rien. Fait que je veux dire, vous avez beau créer une loi de red flag, mais si je flague quelque chose puis qu'il n'y a rien qui se fait... Ça vaut quoi? Exactement. Ça vaut rien. Exactement. Puis, juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, Sophie, tu parlais des docteurs, des ingénieurs, des scientifiques, tout ça. Ouais, le problème avec ça, ben ils utilisent, dans le fond, c'est un sophisme logique. Dans le fond, ils utilisent un appel à l'autorité, à leur position d'autorité dans la société, parce qu'il y a quand même un certain respect à dire je suis un scientifique, je suis un docteur, je suis un médecin, je suis ci, je suis ça. Ils utilisent cette position d'autorité-là pour dire mon opinion est meilleure que la tienne parce que j'ai ce titre-là. Ça ne veut pas dire que ton argument est bon, ça veut juste dire que tu as ce titre-là, malheureusement. Je comprends que il peut y avoir les gens ont le droit d'avoir leur opinion, ils ont le droit d'avoir un common sense, comme on dit. Ils peuvent émettre des opinions quand même sans être un expert dans la matière. Sauf que de dire tu devrais m'écouter parce que moi j'ai un PhD ou j'ai un doctorat ou je suis un médecin, c'est un appel à l'autorité qui ne vaut pas son poids quand tu parles de quelque chose. Soit que tu as une expertise dans la matière, et là, je ne parle pas d'une éducation, mais peut-être que c'est un hobby, peut-être que c'est quelque chose que tu as une connaissance de cause parce que c'est ton métier. Tu n'es pas obligé d'avoir une formation universitaire pour pouvoir en parler. OK? Non. De l'autre côté, il faut que tu saches de quoi tu parles et majoritairement, les gens ne savent pas de quoi ils parlent et ils viennent juste promouvoir leurs propres arguments en disant tu devrais m'écouter parce que je suis. Moi, ce que je suis d'accord, c'est d'avoir les deux côtés de la médaille. Parce que dans le fond, une démocratie, puis une bonne prise de conscience, ça se fait avec des pour, des contre. Puis ça se peut que moi, il y a des choses que j'aime pas entendre mais ça fait partie des faits, ça fait partie de la vie. Tu sais, si on regarde le masque à Jyoti, parce que c'est là qu'on s'en va, là, on va probablement faire la fin de notre podcast sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine, mais ou dans les CQ meetings, ou dans peu importe là, ce qui s'est passé, ce qu'on fait délibérément, c'est de ne pas écouter les deux côtés de la médaille. Tu sais, on va aller écouter Dr. Brown, on va aller écouter Dr. Cooker, on va aller écouter Les Polices se souviennent, mais à la minute où est-ce qu'on va avoir des gens qui vont parler pour et avec logique et avec gros bon sens et avec discernement. Comme Martin Bourget qui est passé aussi. Là, on a la coalition qui est allée aussi. Les gens ne sont pas écoutés. Le docteur Langman qui a monté une étude, vraiment une des plus grosses études sur les causes et effets entre les lois sur les armes à feu et les diminutions concrètes, que ce soit de suicide, d'homicide ou de violence conjugale, n'a jamais été écouté non plus. Des gens qui apportent vraiment des faits réels, comme des policiers comme M. André Gélina, M. Stéphane Wall, qui ont été témoignés aussi, bien que ces gens-là ont des années de pratique dans le milieu et sur le terrain. Les policiers de Toronto, quand ils sont sortis, quand un de leurs policiers a été abattu là, en portant assistance,
v'là quelques mois, quelques semaines, je veux dire, à Toronto, qui est sorti en disant que ça n'avait pas de sens, qu'on s'attaquait pas aux vrais problèmes. Puis, je veux dire, comment on peut ignorer ces gens-là délibérément? On les ignore parce que c'est pas le message qui va être entendu. Il y a une idée vers un certain message, et s'il y a une opinion qui n'est pas dans le même sens, malheureusement, ben, on l'écoute parce qu'on n'a pas le choix de montrer un petit peu les deux côtés de la médaille, mais on va pas en prendre autant note que le message qu'on veut entendre parce que c'est là qu'on veut s'en aller. Dans le fond, on a notre résultat, on cherche des preuves ou on cherche de l'information pour venir confirmer notre résultat au lieu de dire, ben, on peut-tu écouter les deux côtés, on peut-tu regarder les pour et les contre, pros and cons, etc. et arriver à une conclusion. Non, on a notre conclusion. Allons maintenant chercher les preuves, l'information nécessaire pour justifier notre conclusion. Mais avant d'arriver... Il était approché souvent de s'asseoir entre la coalition canadienne, la CCFR, ont approché, Police se souvient, ont approché les Dogs for Gun Control, ont approché ces gens-là pour s'asseoir avec eux à plusieurs reprises là, pour dire, écoutez, là, Oui. on serait supposé d'avoir le même but, là, c'est-à-dire le but de la sécurité du public puis de l'éducation du public. Mais il semblerait que ces coalitions-là sont fondamentalement parties en guerre contre des propriétaires et les gens les plus respectueux des lois, statistiquement parlant. Oui, Puis parce en que passant, là, oui, tu sais, je disais que l'offre du CCFR tient toujours, là. Toujours. Elle est toujours elle est sur encore la ouverte. table. Ils l'ont dit n'importe quand. Un débat, OK, mais pas un débat enregistré. Un débat en direct, OK, pour être sûr de ne pas manipuler aucune information, ni d'un côté ni de l'autre. Puis, à ce jour, on attend Je pense toujours qu'ils après avaient une même... réponse. Je pense que si je me rappelle bien, ils avaient même offert de faire une donation Il y avait à une une œuvre donation caritative Oui. de leur choix en échange de faire ce débat-là. Et là, Ben, je parle de la Coalition canadienne pour les droits armes à c'est feu une, qui avait c'est fait une cette grosse offre-là. donation en plus, là. Je pense que c'était 10 000 si je ne me trompe Exactement. pas. Donc, c'est quand même pas rien. Mais c'est malheureusement, ça démontre leur objectif, je pense, de manière indirecte. Parce que s'il y avait vraiment une pensée derrière la sécurité publique pour dire notre but, c'est pas d'enlever les armes, mais c'est plutôt d'assurer la sécurité du public, toutes les discussions devraient être sur la table. Tout apport à Toutes cette les solutions. discussion-là, Toutes toutes les les solutions devraient être ouvertes. Il ne devrait pas avoir aucune porte de fermée. Mais le fait que ça vient d'une coalition qui est pro-armes, mais on s'entend qui fait la défense des droits des propriétaires des armes à feu, à cause que cette coalition-là va à l'encontre de leur message, ils ne sont pas prêts à faire ça, et même, non seulement ça, mais sont diamétriquement opposés à cette coalition-là. Ils ne sont même pas prêts à les écouter. Non. Et il y a beaucoup de vitriol aussi dans les communications. Et là, on s'entend, là, à un moment donné, quand tu te fais traiter de tous les noms, le vitriol retourne de l'autre côté aussi. Là. Donc, c'est rendu un petit peu mutuel comme envoi de pique. Bon, c'est quotidien. C'est ça, là. Mais on s'entend qu'au départ, il y avait une ouverture de la Coalition canadienne pour les droits armes à feu. Ben, elle est encore là. Elle est encore là. C'est sûr que avec le temps, avec tout ce qui s'est dit, avec toutes les attaques gratuites que la coalition a subies, tu sais, il y a même des choses de la vie personnelle des gens qui sont sortis. Bref, c'était un ridicule assumé. C'est sûr que le fossé, c'est probablement creuser davantage dans le sens que c'est plus difficile de renouer, ben, je ne veux pas dire renouer parce qu'il n'y a jamais eu de lien, là, mais je veux dire de rapprocher là, la possibilité d'une discussion. Mais moi, là, je le dis très ouvertement en tant que Sophie, tireuse sportive, qui est pas née là, à travers des Glock puis des CZ puis de tout ce que tu voudras, là. Je vais y aller, là, prendre un café, moi, avec Mme Provost demain matin. J'ai pas de trouble avec ça. Je vais aller la rejoindre dans son patelin. Je vais aller prendre un café avec elle, juste discuter de femme à femme. Mais tu sais, c'est quelque chose que je dirais que c'est dans l'ombre de l'impossible. Cette femme-là, elle est traumatisée. Cette femme-là, elle a vécu un traumatisme qu'on lui enlèvera jamais. Cette femme-là, donc les ponts sont pas coupés. Je me ferais tirer 4 balles dans le corps durant une tuerie à l'époque, puis que j'en survivrais, puis j'aurais probablement toujours
cette émotion-là, ce traumatisme-là, je veux dire, je la comprends. Ça fait en sorte que le discours, puis la vision, puis la mission maintenant de Police se souvient n'est plus noble. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Disons-le, les ponts ne sont pas coupés, mais sont en feu, puis ils sont sur le bord de C'est s'écrouler. comme le pont de Québec, là. Il va s'écrouler, puis dans pas long, il n'y en aura pas d'autres pour traverser. Et surtout, Bon. je l'avais déjà dit dans un ancien podcast que ce groupe-là, Poly me souvient, ben, ils reçoivent quand même un beau chèque de 400 000 du gouvernement libéral, là. Du ministre de la Sécurité publique. Fait que ça, c'est public, on peut aller le vérifier. Puis, à un moment donné, t'as 400 000 bonnes raisons de Ouais, crier. parce que c'est une organisation, exact. C'est ça. C'est une job pour eux autres de crier, là. Mm. Anyway, Bon, fait que, je ne veux pas couper ça court. Je veux pas on couper part. ça court. Ben On est non, déjà rendu à mais là, 40 minutes. on a une bombe aujourd'hui. Ben, une bombe. Oui, parce que c'est tout le temps, tu sais, spectaculaire ce qui nous tombe dans face venant de nos amis les libéraux. Ben, c'est à se gratter la tête quand même assez Mais souvent quand il y a quelque chose qui sort qui vient d'eux autres. Mais bon. ouais, Donc, juste pour essayer d'accélérer les choses, je vais sortir de l'information là, en bullet form, là, juste mettre ça devant. Après ça, on pourra se lancer dans le débat aussi longtemps que ça nous chatouille. Mais au moins, l'information sera sortie, puis on va être sûr qu'on va tous partir avec la même information pour nous et pour les gens qui nous écoutent aussi. c'est bon. Donc, première chose, comme on disait, notre sujet principal un petit peu plus tôt, c'est le rapport de la Commission des pertes massives suivant la tuerie à Portapique en Nouvelle-Écosse. Donc, ça, c'est arrivé en avril 2020, le 18 et 19 avril. Il y a eu une tuerie qui a duré 13 heures. On s'entend que la majorité des morts ont été faits, je pense, si je me rappelle bien, dans la première heure, même les premières 45 minutes de la tuerie. Mais la chasse à l'homme et tous les événements ont duré environ 13 heures. Il y a eu 22 personnes qui sont décédées pendant cette tuerie-là. Le suspect, excusez-moi, n'avait pas de permis d'arme à feu. C'était pas un détenteur d'un permis de possession et d'acquisition. mais il l'avait perdu. Peut-être, mais à ce moment-là, au moment de la tuerie, là, on s'entend, il n'avait pas de permis. Les armes qu'il avait avec lui étaient illégales. Il les avait passées, là, dans le fond, en contrebande en provenance des États-Unis. Il y avait plus de 35 personnes qui savaient qu'il avait ses armes. Et il y a eu plusieurs signalements qui ont été faits au niveau de la police. Et malheureusement, la police, soit par manque de fonds, manque d'effectifs, ou par les lois qui étaient en place qui n'ont pas permis à la police d'agir sur l'information qu'ils avaient, ben, il n'y a eu aucune enquête ou ça n'a pas été adéquatement enquêté pour justement mener son arrestation et empêcher ce genre de choses-là. Donc, on savait que cette personne était dangereuse, qu'elle faisait des menaces envers plusieurs personnes, que c'était une personne violente. Comme tu as dit, elle avait déjà perdu son permis. Ouais. Il y a eu je pense qu'il y avait même un policier de la GRC qui allait voir cette personne-là justement pour prendre le pouls des activités criminelles dans la municipalité parce qu'il savait que c'était une personne qui avait des contacts douteux. Donc, c'était une personne connue. Là. C'était pas une personne qui sortait de nulle part. La commission, juste encore une fois pour sortir les points rapidement, là, la commission, le but était d'émettre des recommandations avec une analyse des événements, savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette personne a fait cette tuerie-là, qu'est-ce qui a permis à cette personne-là de faire la tuerie. Donc, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Exactement. Là, mais aujourd'hui, en date du 30 mars, on a eu justement ce rapport après 3 ans d'études. Notre discussion, on va 47 millions en passant à l'étude. C'est sûr, 47? 47 millions. Mais t'es sûr? Moi, j'ai vu 25,6 millions pour la commission. Ah, mais en total, c'est quand... Je le ressortirai, là. Mais Mais 25 millions, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Plus les primes, ça monte à 47. C'est ça. C'est ça, exact. Donc, on va quand même garder notre débat parce que c'est quand même un rapport. Là, juste le sommaire exécutif, là, c'est quelque chose comme 320 pages. Donc, si on regarde le rapport au complet, on pourrait pas vous donner l'information aujourd'hui. Là, on voulait faire ce podcast-là rapidement. Mais en gros, on va vraiment focusser, excusez-moi l'anglicisme, sur la section accès aux armes à feu du rapport. Malheureusement, les recommandations du rapport, il y en a quelques-unes qui sont quand même bonnes. Là. On parle ici là, de recommandations générales comme c'est une meilleure communication entre les différents corps policiers, avec les agences frontalières, avoir une communication meilleure que le public,
etc., etc. Mais en ce qui a trait vraiment aux règles pour l'accès aux armes à feu, c'est vraiment une attaque contre les propriétaires légaux d'armes à feu. Encore une fois, un petit peu la même chose que C-21 et les autres lois que Les les amendements libéraux G4, sortent. G46 qui avaient été déposés, rétractés. Là. Exactement. Donc, on se rappelle, la personne n'a pas de permis. La personne est connue des autorités policières. Eux, ce qu'ils recommandent, ben, c'est un petit peu la même chose que ce qu'ils disaient dans C-21. Donc, limiter l'accès aux armes à feu avec action semi-automatique qui sont capables de recevoir un magazine détachable, donc quasiment un copier-coller, comme je disais au début, là, pour, de la loi C-21 de l'amendement G4 en particulier. Ils disent d'avoir un permis de possession et d'acquisition pour l'achat de munitions, parce que moi, j'ai toujours montré mon permis pour aller acheter ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils font cette recommandation-là si elle est déjà là. Seulement permettre la vente de munitions pour les armes que vous possédez, limite de quantité de munitions de stockage à la maison, modifier les définitions d'armes prohibées pour inclure davantage d'armes, enlever immédiatement les armes prohibées des propriétaires. Donc ça veut dire nos armes de mai 2020, là, ils veulent qu'on les enlève le plus rapidement possible. Bien qu'ils n'ont jamais causé d'autres tueries depuis, puis qu'on les a toujours en possession de ces armes-là présentement. Ouais. Ils ont applaudi le décret de mai 2020, évidemment, à cause de ça. Et puis, passer une loi qui affirmerait que la possession d'armes à feu est un privilège conditionnel. Donc, mais c'est déjà ça. Ben, exactement. Donc, je vois pas ce qu'ils rajoutent ou ce qu'ils enlèvent de plus. La seule chose, c'est qu'en s'attaquant justement, encore une fois, aux armes semi-automatiques avec un chargeur de 5 balles. De toute façon, on est déjà légiféré sur le nombre de balles que peut contenir les armes à feu selon leur type, selon leur utilisation, leur fonctionnement. Fait que, tu sais, je vois pas ce qui se rajouterait de plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là a rentré illégalement des armes en provenance des États-Unis. Ils ont même retrouvé les gens aux États-Unis qui lui avaient vendu ces armes-là. L'enquête s'est vraiment faite de façon quasiment très approfondie. Le fait qu'il y a eu de l'information qui a été coulée de Mme Brenda Luckie du RCMP aux libéraux pour qu'ils puissent sortir le plus rapidement possible leur décret en mai 2020, ça a été prouvé que ça avait ralenti l'enquête, dans le sens que pour retrouver là, où est-ce que Wortman avait réussi à se procurer ses armes là, du côté des États-Unis. Cet homme-là avait séquestré sa femme quelques heures auparavant, qui avait réussi à se sauver. Il y a plein de témoignages dans cette commission-là qui ont été ignorés. Le témoignage de beaucoup de policiers, le témoignage des intervenants qui étaient sur le terrain, les témoignages des familles, des familles des victimes. Ils ont écouté des experts anti-armes, mais ils n'ont jamais écouté des docteurs comme M. Langman, qui a demandé justement de pouvoir assister pouvoir déposer ses commentaires dans ce comité-là. Ils ont refusé. Ça aurait pu être très pertinent. Je veux dire, ce qui en est ressorti de tout ça, c'est un wrap-up des amendements G4, G46. Principalement G4 par G46, c'était la longue liste de 300 c'est ça, pages. la longue liste des 300 pages. Plus le G4, je le dirais. G4. Moi, je vais vous poser une question. Donc, est-ce que ça vous surprend vraiment que Justin demande à un ami libéral de faire une enquête sur quelque chose de libéral, quelque chose de fédéral, qui ont essayé de nous passer en pleine face? Ça ne me surprend pas, mais je pense que considérant l'impact que cette tuerie-là a eu, je pense qu'on se fait niaiser. Le gouvernement nous traite en gros de plèbes, et ceux qui ne savent pas c'est quoi que ça veut dire, c'est un terme péjoratif, là, surtout en Grande-Bretagne, là, qui désigne, là, ça vient de Rome, si tu veux. C'était la masse populaire, si tu veux, là, qui était la masse principale. Mais quand on parle de plèbe, on parle d'un terme péjoratif, là, nommant les personnes considérées comme pas sophistiquées, des incultes, une classe inférieure, dans le fond. Okay? Dans le fond, on nous prend pour des plèbes.
non seulement c'est une attaque contre les propriétaires d'armes à feu qui ont un permis, parce que c'est pas nous autres qui ont commis ces actes-là, c'est une personne, comme on l'a dit, qui avait pas de permis, qui avait ses armes illégalement, mais c'est une insulte à la dignité et à l'intelligence des victimes et leurs familles. Exact. Parce que, Exact. dans le fond, on dit, bon, ben, si on avait juste enlevé les armes à feu ici, par là, ben, au Canada, ben, il n'aurait jamais pu aller les chercher légalement aux États-Unis. C'est quoi le problème, cette Michel, regarde, stupidité-là? quand il a été flagué, on s'est entendu qu'il y a eu plusieurs red flags, justement, dessus. Beaucoup. OK? Qu'est-ce que, à leur niveau, ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Fait qu'à un moment, t'as beau blâmer n'importe qui, n'importe quoi, mais regarde, tu n'as rien fait toi-même. On reviendra pas là-dessus, là, Luc, là, mais toutes les tragédies qui se sont vécues, Mosquée de Québec, Métropolis, c'est tout un problème d'intervention, un problème de filet, un problème de contrôle, tu sais, d'un manque à l'application des lois actuelles. Tout simplement. On en a des lois, on est très contrôlés. Appliquez-les. Point barre. Mais non, c'est trop difficile mais faire les nouvelles. Quand il y a une des recommandations qui dit quelque chose dans le genre de... Il suggère fortement que la police soit donnée un mandat de réduire la contrebande d'armes illégales. C'était pas déjà leur job? Mais tu veux qu'elle fasse comment? Elle se fait tirer dessus à tout bout de champ, notre police? C'est pas juste ça. Elle n'a pas les fonds, elle n'a pas les effectifs. T'as pas exactement... Même ici au Québec, là, c'est le gouvernement provincial de la CAQ, sous la gouverne, en fait, de Mme Guilbeault, qui a accordé des fonds au territoire, là, puis là, moi puis ma géographie, je suis pas très bonne, là, mais il y a une réserve qui est reliée aux États-Unis, où est-ce qu'ils traversent des armes, puis du tabac, puis de la drogue par bateau. Mais il n'y avait même pas les bateaux assez puissants pour poursuivre ces contrebandiers-là. Fait que dans le fond, puis eux autres, ils savaient, ils connaissent les chemins. Fait qu'à un moment donné, rendu dans la juridiction américaine, ben là, nous, on n'a plus de juridiction, on ne peut plus les arrêter, là. Fait qu'il n'y avait pas non plus d'entente avec les douanes américaines, les Border Patrol, de l'autre côté, en bateau, pour... Fait que dans le fond, là, c'est une passoire, là, écoutez, là, à macaroni. Tu sais, les trous sont pas petits, là, les trous sont gros. Fait que c'est nous qui avons financé des choses que, au final, on devrait payer. Tu sais, nous, les Québécois, on paye au provincial puis on paye au fédéral. Mais là, dans le fond, ce que le fédéral aurait dû payer, c'est le provincial qui n'a pas eu le choix, là, de... Mais pourtant, on n'a pas eu d'aide quelconque par rapport à ça. Puis l'hiver, ben, le problème qui se pose, ben, c'est les motoneiges, puis les quads, puis les choses comme ça, les effectifs. Ils sont pleins de bon vouloir, mais on n'a pas de moyens, on n'a pas d'effectifs non plus. Mais pour revenir sur le rapport, juste pour être précis, là, encore une fois, je l'ai dit tantôt, mais je le rementionne, on n'a pas lu la totalité, on n'a pas lu les autres recommandations non plus. Ah, il y a 3000 pages. Non, c'est ça. Donc, c'est certain qu'il y a certaines recommandations là-dedans qui sont bonnes, qui devraient être appliquées, qui devraient être mises en place et qu'on serait même d'accord. Comme on est tous d'accord, je crois, pour dire que c'est normal qu'une personne soit vérifiée, qu'elle ait un permis, puis qu'une fois qu'elle a son permis, ben, cette personne-là devrait quand même avoir un suivi périodique pour être sûr que ce qui a été divulgué dans son permis initial, ben, c'est encore vrai. Là, donc, il n'y a pas de problème de santé mentale qui se sont rejetés ou la personne n'a pas besoin de support. De dire que la police et les autres organisations qui auraient pu intervenir ont besoin de mettre en place et d'être financées suffisamment pour pouvoir exécuter leurs différents mandats, je pense que ça va de soi. De dire que la police devrait, comme ils disent, comme je disais tantôt, de réduire la contrebande d'armes illégales, ça va de soi. Il n'y a personne qui va dire que cette recommandation-là n'est pas valide, mais on parlait, et on le revient tout le temps à chaque podcast, on parle de 2 à 3 milliards pour racheter des armes à feu juste pour le décret mai 2020. On ne parle même pas des armes de poing ou des autres armes qui seraient bannies sous C-21. Ça peut financer une grosse partie de ça. C'est incroyable. Ben, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça pourrait financer? Toute cette comédie-là, déjà, si au départ, on avait usé de gros bon sens, au départ, on aurait pu déjà sauver des vies.
Parce que regardez les accomplissements de Centaure juste ici au Québec, au niveau de la saisie d'armes. Regardez ce qui s'est saisi aux frontières parce qu'ils ont, oui, effectivement, redoublé de vigilance. Là, ça prend une réforme complète du système de remise en liberté. C'est pas normal qu'à 19 ans, tu te fasses intercepter par la police avec un pistolet chargé dans un auto, dans une sacoche, puis que tu rentres en dedans, tu te fais arrêter, puis tu te fais sortir sur promesse de comparaître. En dedans de 24 heures, cette même personne-là, la dernière affaire, tu sais, c'est reprocurer une arme et a commis un crime. Dans la majorité des cas, là, c'est des récidives. C'est des remises en liberté. Je me rappelle plus c'était dans quelle ville. Je veux dire Vancouver, mais excusez-moi si j'ai pas la bonne ville, pardon. Mais la vidéo que je parlais tantôt, là, où est-ce que Justin Trudeau parlait de la NRA, mais c'était justement ça la question. Pierre Poilievre avait posé la question avec le système de remise en liberté. Il y a 40, si je ne me trompe pas, là, c'était 40 récidivistes qui avaient été arrêtés plus de 6000 fois la même année. Ouais. C'est quelque chose, là. Ça fait 156 fois par année par récidiviste. On s'entend, là. On parlait tantôt là, de... L'homme qui a tué la jeune fille de 16 ans, coup de couteau, à Calgary, avait été relâché genre le lundi d'avant, puis il l'a tué le samedi. Puis c'était gratuit, là, je veux dire, il la connaissait pas, et c'était santé mentale, consommation, avec la légalisation des drogues dures aussi, comme au BC, ça ne fait... Projet pilote, on s'entend, là, c'est pas encore... Oui, mais ça reste pareil que... Non, c'est que... Quel message on envoie? C'est un projet pilote. Quel Ils vont trouver message? que on fait de l'argent avec ça. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va s'étendre à la grandeur du Canada dans pas long. C'est sûr et certain. C'est que ça banalise aussi. Exact. Ça banalise ces crimes-là, puis Oui. ce non-respect de la loi. Mais tu sais, je suis d'accord avec... tu sais, j'ai travaillé... dans ma jeunesse, lorsque j'étais en forme, dans le centre-ville de Montréal, où est-ce que, au Sanguinet, il y a une piquerie. En fait, sous la supervision de CLSC. Et je peux vous dire que ça fait une réelle différence parce que, il n'y a plus de seringues qui traînent à terre, il y a certains contrôles, puis à un moment donné, on est capable de gagner une certaine confiance avec ces gens-là, puis de les amener vers une désintoxication ou un programme d'intervention qui vont les rendre plus en sécurité puis qui vont aussi s'assurer de leur santé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ces genres de programmes-là. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, il y a des gens qui ont des sérieux problèmes de consommation qui s'en sortiront jamais. Fait qu'on est aussi bien de les accompagner dans tout ça et de s'assurer de leur sécurité et de la sécurité des citoyens en les accompagnant puis en mettant des fonds. Mais de là à fournir et à légaliser... En fait, je pense que c'était décriminalisé, le terme. Décriminalisé, effectivement. Pas le même, Mais d'un autre côté, souvent, ces gens-là vont, oui, effectivement, coûter cher à la société parce qu'ils vont être interceptés plusieurs fois, puis là, tu sais, internés, sortis. Mais à un moment donné, souvent, les gens vont s'accrocher à quelque chose, là, puis ils vont passer à... Mais la santé mentale, la consommation... Pensez comme Justin, là. Tu sais, Justin, là, c'est comme... Yeah! On est les premiers au monde qui légalisent la cocaïne puis qui vous la vend en plus. Mais c'est juste pour revenir à nos armes à feu, si on veut. Là. Pour revenir à ça, c'est que... Non, ouais, partons pas. Parce que là, on sort un petit peu de notre, on part de notre expertise. On part des armes à feu à la cocaïne. Là. C'est ça, on est rendu loin. Ouais. Mais, encore une fois, ça revient au même principe. On parle de ces initiatives-là qui sont nécessaires pour certaines personnes. On peut très bien débattre sur la nécessité d'avoir, comme tu disais, Sophie, des piqueries ou d'avoir peut-être des drogues qui sont moins dangereuses, parce que vu qu'ils viennent de sources légales, ils ne sont pas coupés avec du fentanyl ou des choses comme ça. Donc, ça réduit le risque et le fardeau. D'overdose, de décès. Exactement. Donc, tout ça. Donc à ce niveau-là, on peut avoir un débat, puis il y a des arguments à avoir là-dessus. Mais
tu as mentionné quelque chose qui est important. Il y a un coût derrière ça. Et Oui. quand on parle d'avoir un effet positif sur la société, qu'on parle d'armes à feu, de drogue, peu importe, c'est de mettre l'argent à la bonne place pour qu'on ait le meilleur résultat possible. On ne pourra jamais régler tous les problèmes, mais si je prends 2 millions de dollars, puis je le flush dans la toilette, puis après ça, je me plains que je ne suis pas capable d'acheter de la bouffe pour mettre sur ma table, bien peut-être que ce n'était pas la meilleure idée de faire ça avec mon argent. En plus que là, il faut que j'appelle le plombier pour déboucher ma toilette. C'est un petit peu ça que les libéraux font, là, tu sais. Mais non, mais c'est ça pareil, c'est ça pareil. Puis tu sais, ce que je trouve aberrant, tu sais, c'est que souvent il y a des campagnes de sociofinancement pour ce genre de d'organismes communautaires-là, puis tu sais, d'encouragement, puis des soupers spaghettis, puis tout ce que vous voudrez. Quand de l'autre côté, on dilapide de l'argent, puis de l'argent, puis on ne sera jamais capable de gagner dans toute une vie, vous puis moi. On s'entend, tu sais, un souper spaghetti là, pour un événement ou un événement quelconque comme ça, tu vas ramasser combien d'argent? C'est sûr que dépendant de l'événement, tu sais, des fois, il y a des commandites, des ventes aux enchères, des choses comme ça, tu sais, qui peuvent justement quand même aller chercher un certain montant. Mais je vais donner un exemple. Disons qu'on va chercher 10 000 $. On fait un événement caritatif dans ton année. Tu vas aller où avec 10 000 $? Même tu pourrais changer ce 10 000 $ par 1 million, 2 millions, 3 millions. On est loin du 2-3 milliards pour les armes à feu que je mentionnais tantôt. Exact. Pour les armes qui sont bannies depuis mai 2020. Encore une fois, on sait que le gouvernement a tendance à dilapider l'argent très rapidement parce que c'est pas leur argent, c'est beaucoup plus facile pour eux de payer tout ce qu'ils veulent avec, puis ils ne regardent pas trop les coûts. Mais encore une fois, si on parle là, encore une fois, de bonne gestion des fonds publics, mais on parle aussi, sans même parler de bonne gestion, et là, on s'entend il doit sans doute avoir beaucoup de gaspillage à ce niveau-là, mais juste de mettre l'argent à la bonne place, sur la bonne cause, qui est peut-être pas la cause facile, mais qui est la cause qui va donner le meilleur résultat si on est capable... Le meilleur résultat au bout du compte. Exactement. Si on est capable d'avoir un effet positif sur ça, je veux dire, racheter nos armes, ça ne va pas changer la sécurité publique. Ça ne l'aurait pas empêché. Mais le Mass Casualty Commission Report, là, dans le fond, là, le rapport qu'on a eu, là, on va s'en aller où, cette histoire-là? C'est quoi, là, un coup qu'on a un rapport comme ça là, dans une vie politique? Là. Moi, là, je suis ignare de tout ça. Là. Honnêtement... Puis je dépose 3000 pages de rapport, 7 scénarios. Là, 7 volumes. 7 volumes, c'est ça, je cherchais le mot, 7 volumes. On fait quoi avec ça? Après, je pense que la seule chose... Je vois mon ami Luc qui rit, là. J'ai comme une idée qui m'a passé dans la tête, là. On va la compter après. On chauffe le foyer l'hiver prochain avec, ça. Vas-y. C'est que, moi, d'après moi, là, ils mettent tout sur une table, là, puis c'est comme une secte, là, puis c'est comme, puis là, comme c'est, regarde, ça jure que par ça. Mais, tu vois, j'ai mentionné quelque chose tantôt, puis ça revient, puis je vais revenir avec la même idée. On parlait tantôt d'avoir des preuves pour une conclusion qui était à laquelle on était déjà arrivé. Ben, c'est exactement ça que le rapport vient faire. Oui, on a déjà notre conclusion. On a déjà décidé qu'on voulait enlever les armes à feu des propriétaires d'armes à feu qui possèdent un permis. Fait qu'on a monté de toutes parts la preuve. On a la preuve maintenant que c'est ça les recommandations. Fait que là, quand on se fait poser la question, et par on, je parle le gouvernement, va se faire poser la question, c'est quoi vos preuves pour dire que ça devrait marcher? Bien, regardez, monsieur le juge, regardez... 3000 pages de bullshit. 3000 pages de recommandations d'une étude qui a coûté 47 millions ou 26 ou 25, peu importe. Là, mais pas 3000 pages de bullshit. 2998 pages de bullshit. Non, je pense que dans ce 3000 pages-là, il y a quand même des témoignages. Il y a quand même il va y avoir du bon. Mais au bout de la ligne, regardez, c'est la pensée du gouvernement libéral de « on veut enlever vos armes ». Donc, la conclusion de ça, on veut enlever vos armes et regarde. On va vous enlever vos armes. Fait que. Taisez-vous, là, vous n'avez plus un mot à dire. La conclusion est là. Fait que les autres, ben, regarde, ça devient notre Bible. Mon ami libéral a conclu que l'enquête libérale faisait en sorte de pousser dans la direction du parti. Donc, ben, on continue. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on va se ramasser. C'est la même chose au CQ Meeting, là, je veux dire. Le CQ Meeting, là, la même chose, là, quand tu écoutes Mr. Chair, tu le vois tout de suite, c'est un libéral, tu le vois tout de suite de quel côté il penche, tu sais. Donc, combien de fois, là, tu sais, il va laisser ses amis libéraux finir leurs questions, puis, oups, quand c'est les conservateurs ou whatever, là, tout de suite, poup, c'est coupe, puis...
Bref, Mhm. on va suivre, les gars, ce qui va se passer à travers tout ça. À travers nos podcasts. Là, on est revenu de Québec, là, on est correct. On va pouvoir en revenir un petit peu plus souvent On va avec se vous remettre autres. dans le show. Notre voix, La voix est ouais, revenue, ouais, exact, exact. Puis non, mais c'est ça. Fait qu'on va continuer de suivre ce qui va se passer. C'est sûr que dans les prochains jours, il va y avoir du mouvement. Mhm. Notre ami Justin n'est pas dans une super bonne position non plus, là, hein. L'ingérence chinoise, là, il a beau nous sortir un rapport du comité là, de masse casualty, là, on s'entend que ça va pas effacer ces petites niaiseries. Sa chambre d'hôtel à 6 000 qui est réclamée par les organismes citoyens. Donc, on aimerait ça que M. Trudeau nous rembourse notre 6 000 là. Moi, en tout cas, je m'en vais passer 3 jours à Ottawa. Là. J'aimerais bien ça, que C'est quelqu'un me quoi? paye 6 000 C'est quoi, pour sinon, ça. Là, ça serait vraiment au cool. minimum, il faudrait qu'ils nous achètent tous des jus d'orange à 13$. Oui, Hein? Ça oui. serait le Ben, puis après minimum. ça, on va être obligé de Bon, mais là, on va démissionner. être obligé de les boire dans une paille en carton qui devient molle. Fait que non, ça me tente C'est- pas, là. Ouais. Hein? Oui, Ben, effectivement. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que bientôt, on pourra plus se faire poignarder par des couteaux de plastique. Ils sont maintenant vous aviez peur de ça, vous autres? Vous interdits. aviez peur de ça, vous autres? Je veux dire, j'imagine que si tu prenais un vrai couteau puis que tu faisais que ton couteau en plastique était vraiment plus pointu, peut-être. Mais, je sais Ouais, pas, mais hein? là, écoute. Écoute. Hein, on légalise la cocaïne, on bannit les fourchettes en plastique. Tu sais, c'est ça. Ah, plus rien à comprendre. Fait que, ça fait-tu le tour pour nous autres ce soir, mon beau Je Sadi? pense que ça fait pas mal le tour. Je vais vous laisser sur quelques petits mots de la fin, un petit peu comme à l'habitude, qu'est-ce qu'on dit tout le temps. Encore une fois, comme au début, faites un petit like, un petit subscribe sur notre podcast, partagez ce qu'on fait avec vos amis, famille, conjoints, collègues de travail, collègues au club de tir. Donnez-nous des commentaires. Je sais qu'à date, on n'a pas une grosse masse de personnes qui nous écoutent, mais si vous avez des commentaires sur nos podcasts, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, des sujets que vous voulez entendre, lâchez-nous un petit commentaire. Et puis, encore une fois, abonnez-vous, comme on le mentionnait au début du podcast, abonnez-vous à une organisation qui supporte vos droits en tant que propriétaire d'armes à feu, que ce soit la CCFR, la CSSA ou la NFA, peu importe. Comme je dis tout le temps, on a une préférence en tant que des trois panélistes ici, mais tant que vous prenez le temps de vous inscrire, que vous laissez votre voix être entendue, vous mettez votre voix derrière ces forces multiplicatrices-là des organisations qui défendent vos droits. Ils ne sont pas tous le même prix, là, mais un 40$ là, pour devenir membre, c'est un 40$ qui est bien investi. Généralement, en plus, avec une assurance responsabilité, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver dans un champ de tir ou lorsque vous êtes à la chasse ou à l'extérieur. Fait que c'est un autre bonus à avoir. Donc, prenez le temps. Ça ne coûte pas cher par année. Puis ça vous permet au moins de participer à conserver vos armes à feu de manière indirecte en permettant aux autres personnes de se battre en votre nom. Et puis sinon, ben, le mot de la fin, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est pas mal ça. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, là, on a parlé là, au courant là, de nos podcasts, là, de lettres qu'on pourrait envoyer à nos députés ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous impliquer davantage aussi? Gênez-vous pas, venez nous poser des questions. Donc, ça va nous faire plaisir. Là. Suivez nos pages, suivez nos activités. Vous avez la chance de venir nous encourager, ne serait-ce qu'une heure en passant par là. On a des salons du militaria, des armes qui viennent de façon périodique, ainsi de suite. Donc, des fois, là, c'est une belle journée. On dépense un petit 10 à l'entrée. On encourage une association à but non lucratif. On va se promener. On parle avec des gens passionnés qui sont dans le même domaine que nous. Puis, tu sais, des fois, c'est enrichissant. Donc, gênez-vous pas, là, on publie de façon régulière, puis on va revenir avec nos podcasts, là, avec nos activités, là, pour vous tenir de plus en plus au courant, là, pour que vous soyez capables de nous suivre. Puis vous autres aussi, vous voulez organiser quelque chose, vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou ben, ça va nous faire plaisir là, d'embarquer avec vous dans vos activités, là, s'il y a possibilité. Donc, gênez-vous pas pour nous approcher. Vous allez voir, on est du monde bien, bien le fun. Absolument, Sophie, c'est un très bon point. Une petite dernière chose à laquelle j'ai pensé pendant que tu parlais de ça. De ce temps-ci, nos podcasts sont quand même sont quand même négatifs un peu à cause de tout ce qui se passe. Je voulais juste lancer le message que oui, les podcasts sont là pour vous informer, mais on veut aussi
que ce soit un podcast qui peut vous informer sur les différentes activités qui peuvent être intéressantes, ou aussi un podcast d'information générale sur tout ce qui a rapport avec les armes à feu. Donc, on espère qu'éventuellement, on va avoir moins à discuter des nouvelles dans l'actualité et un petit peu plus de choses intéressantes dans notre monde, qui est la chasse, le tir sportif, la collection d'armes à feu, etc. Donc, le but, c'est de parler de ça. Comme on dit, là, présentement, on est en mode un petit peu défense. Il faut toujours réagir, si on veut, aux nouvelles qui sortent, malheureusement, qui sont souvent anti-armes à feu, anti-propriétaires d'armes à feu. Mais une fois que ces messages-là sont passés puis qu'on a une petite période de répit, je pense que nos podcasts, notre but, c'était ça, là, de faire un petit peu la promotion, l'éducation de tout ce qui entoure le tir sportif, la chasse, la collection des armes à feu, d'avoir des discussions, des débats. On va revenir. Oui. C'est ça, on va revenir avec des informations puis des invités qui vont nous parler de tir de précision, du PSC, de pigeons d'argile. On va revenir avec du débutant, le nettoyage des armes à feu ou de quoi que ce soit. En fait, on va prendre toutes les idées qui vont nous venir, mais on va essayer de rendre ça un petit peu plus vivant, un petit peu plus pépé. Tu sais, oui, c'est pas toujours le fun ce qu'on vit, puis ce qui nous plane au-dessus de la tête avec le gouvernement qu'on a actuellement au pouvoir, mais ça n'en reste que pas moins que ça nous empêche pas actuellement là, d'avoir du plaisir puis de pouvoir quand même continuer d'avancer là. Il essaie de nous ralentir puis il faut juste prouver qu'on va juste être plus fort là. Donc on va continuer à parler là justement de choses peut-être un peu plus positives puis moins politiques, moins absolument. moins l'actualité, on va continuer de la suivre là, mais on va essayer de mettre un petit peu plus de fun. De bonnes nouvelles et de fun. Oui, exact. Sur ce, Luc, je sais pas, tu n'as pas laissé de mots, fait que je te laisse l'opportunité. Un petit mot de la fin de mon côté. Comme je dis, regardez, on se décourage pas avec tout ce qui se passe présentement. Même justement, il y a beaucoup de personnes qui vont nous parler des fois, disent, ça vaut la peine d'aller chercher nos permis. Ben oui! On continue d'aller chercher les permis. On continue, c'est comme de faire du tir sportif. On continue d'aller à la chasse. On continue toutes nos activités. Parce que justement, on a plein de solutions. C'est quoi qu'on démontre? Ben, on démontre, regarde, qu'il y a quand même un envoûtement, tout ça. Regarde, c'est comme, on a du fun, on va en chercher. Il y a de plus en plus de propriétaires légaux qui ont des permis, puis que c'est pas eux autres le problème. Et on va en reparler que si jamais vous voulez faire du tir sportif, là, il y a beaucoup d'options. Des fois, on dit, oui, mais je peux plus avoir d'arme de poing. Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas une réponse valide pour vous empêcher de faire du tir sportif. Il y a toujours des Non, on a plein d'autres solutions, puis on va travailler pour en trouver d'autres solutions. On va en reparler, mais comme dire, regardez, bornez-vous pas à ça, là. Et ce n'est pas une excuse pour les libéraux de bannir les sports comme les PSC en passant. Non. C'est juste pour dire, ne baissez pas les bras, continuez à vous impliquer. Si vous désirez faire du tir sportif, il y a plusieurs disciplines. Il y a certaines disciplines qui sont présentement en danger à cause des libéraux. Il faut se battre pour les revoir, pour les conserver. Il faut aussi continuer à se battre pour conserver celles qui sont encore disponibles parce que là, avec certaines disciplines qui sont plus en danger, une fois que les autres seront partis, ben, les prochaines sur la tête, sur le bloc d'exécution, ben, ça va être ceux qui restent. Puis là, en fin de semaine, là, on a fait le salon, on a fait plein d'activités, là. Allez donc tirer un peu, là. Ça me ferait du bien. Et l'odeur de la poudre, là. Un bon conseil. Ça sent bon. Oui, un aromathérapie, pas des G96. Vous avez bien raison, les gars. Profitez-en en fin de semaine. On souhaite une bonne soirée. Fait que si je vais aller tirer en fin de semaine, je vais aller les nettoyer. C'est bon. Bonne soirée à tout le monde, là. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye, les gars.